plus on brasse du pognon et de l'enjeu, plus il y a de la gouvernance et un certain nombre de garde-fous. Mais au début, il faut pas en mettre. Je suis pas du tout inquiet sur la capacité de pouvoir trouver des bons deals. Il faut qu'on arrive à les sourcer, il faut qu'on arrive à mettre le doigt dessus, il faut qu'on arrive à les choper. Mais ils sont là, c'est sûr. Et il y en a. Je peux pas supporter l'idée que mes actifs, l'argent, soit dans une banque à droite, à gauche, et qu'un jour on me ferme le robinet, on dit à Monsieur l'archevêque, désolé, vous avez vu ce que vous avez tweeté là? Ah bah non, pas possible. Désolé, vous pouvez plus avoir accès à votre argent. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. On a souvent tendance à séparer le statut d'entrepreneur et d'investisseur, alors que la frontière en réalité entre les deux rôles est assez floue. À moins d'investir complètement passivement ou de déléguer la gestion à un CGP, l'acte d'investir comporte une part d'entrepreneuriat. Je pense notamment à l'investissement immobilier avec tous ces leviers opérationnels, financiers, fiscaux que tu actionnes pour créer de la valeur sur ce domaine-là également. Et pourtant, si ces deux groupes ont besoin l'un de l'autre, la mauvaise compréhension et la méfiance qu'ils entretiennent mutuellement peut rendre la relation assez compliquée. C'est particulièrement vrai dans le private equity, dans l'investissement dans les startups où le besoin de financement est élevé, le niveau de risque et de rendement associé aussi est élevé. Alors pour mieux comprendre la dynamique de ce tandem entre investisseurs et entrepreneurs et mieux gérer la relation pour créer de la valeur de façon plus efficace, j'ai le plaisir de recevoir Eric Larchevêque sur le podcast cette semaine. Eric a un parcours d'investisseur et d'entrepreneur très impressionnant. Il a notamment à son actif des dizaines d'entreprises créées, il a des levées de fonds, des sorties avec des multiples très importants et pris des risques également financiers lorsqu'il a investi dans le Bitcoin en 2014 alors que personne n'en parlait ou personne n'avait envie d'investir dedans. Jury de l'émission Qui veut être mon associé sur M6, il investit aujourd'hui régulièrement dans plein de projets prometteurs et il vient de rejoindre le Blast Club aux côtés d'Anthony Bourbon. Au cours de la conversation, on verra quels sont les cycles de levée de fonds des startups, à quel niveau il y a des interactions avec les investisseurs, des besoins de financement qui peuvent être apportés, quel niveau de risque les investisseurs peuvent rencontrer en fonction du stade de développement des startups. On verra aussi le niveau d'expertise qu'il faut avoir pour investir, le niveau de contrôle que l'on peut prétendre aussi donner sur la gestion quand on investit en private equity. On verra aussi quelle est la structuration. On parlera aussi avec Eric de Blast, on verra ce qui l'a motivé à rejoindre le Blast Club aux côtés d'Anthony Bourbon, ce qu'il pense qu'il va pouvoir en apporter aux membres et aux investisseurs également. Et puis sur une dernière partie, on parlera un peu gestion de patrimoine, on verra comment Eric voit le Bitcoin et voit la gestion de son patrimoine et la transmission à ses enfants, tant de son patrimoine que de ses compétences et de son mindset d'entrepreneur et de créateur. Une conversation qui devrait vraiment t'inspirer et t'aider à créer de la valeur, que tu sois investisseur et entrepreneur. Tu apprécieras notamment le franc-parler d'Eric sur cette conversation. Tu verras qu'il n'y a pas la langue de bois et qui permet vraiment de sortir tout ce qu'il a en tête et vraiment une expérience très enrichissante pour toi. Donc je pense que tu vas vraiment aimer cette interview et je suis très content de te la soumettre. N'hésite pas, si tu apprécies ce contenu, à t'abonner sur la chaîne YouTube des Investisseurs 4.0. Et si tu écoutes les podcasts audio, à t'abonner et à envoyer des avis également sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast ou Spotify. Et je serai très content de pouvoir mentionner ton nom sur un prochain épisode et interagir avec toi. À bientôt, bonne écoute. Salut Eric, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Salut les investisseurs 4.0. Merci beaucoup d'être là parmi nous pour parler, pour nous éclairer un petit peu sur la richesse de ton expérience, sur tout ce qui est un petit peu entrepreneuriat, investissement, investisseur, entrepreneur. C'est toujours un peu des rôles qui sont parfois interchangeables et je pensais que ton profil était intéressant pour nous aiguiller aussi là-dessus. Avant de démarrer, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr, donc Eric Larchevêque, à la base je suis ingénieur en microélectronique, mais je suis entrepreneur depuis 1996, donc ça fait longtemps, hein, je suis un dinosaure de l'entrepreneuriat maintenant. J'ai fait ma première boîte en 96, donc juste après avoir mon diplôme d'ingénieur. C'était le début d'Internet, donc on avait fait une agence web, c'était tout le début, très sympa. Après on a fait de l'affiliation, un peu une fintech, un peu en avance sur l'époque, ça a très très bien marché, puisqu'on faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires assez rapidement, on l'a revendu. Je me suis expatrié en Roumanie
en 2002 où j'ai fait un peu de développement offshore, aussi un peu d'immobilier. Ensuite, je suis allé en Lettonie où j'ai développé un hôtel, Dodo Hotel, qui est à Riga. J'ai fait du poker aussi. C'est vrai que j'ai eu une carrière de joueur de poker, championnat d'Europe, championnat du monde. En 2010, je rentre en France parce que je me dis, je ne vais pas expliquer à mes enfants que je joue aux cartes. Je fais Prixing, un comparateur de prix, je lève des fonds, je revends en 2014, je rencontre le Bitcoin, je me dis que je dois absolument tout investir là-dedans, consacrer le reste de ma vie à ça. Je fonde la maison du Bitcoin qui donne lieu à aux rencontres qui permettront la création de Ledger, qui est aujourd'hui une licorne française, un leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs. J'en ai assuré la direction jusqu'en 2019 et en 2019, j'ai pris un petit peu de recul. C'est à ce moment-là où j'étais casté dans l'émission Qui veut être mon associé et depuis je fais principalement de l'investissement, suivre des entrepreneurs. Je suis plutôt dans le give back et le partage d'expérience. Ok, non bah écoute, profil rondement mené, là on a déjà un point très panoramique de tout ton parcours qui est très très riche en fait. Il y a beaucoup de choses à dévoiler là-dessus, mais si on peut prendre un peu la ligne directrice qui est la nôtre, et en fait ce que je pensais proposer c'était de discuter justement par rapport à ton expérience de ces points de contact qu'il peut y avoir entre investisseurs et entrepreneurs, et j'ai le sentiment que, et d'ailleurs on va en parler aussi, mais je pense que l'initiative de Blast c'est un petit peu dans ce sens-là également, qu'il y a un peu plus d'informations qui circulent et de capitaux qui circulent entre les investisseurs et les entrepreneurs, et je trouve ça intéressant, plus librement en tout cas. C'est un milieu qui semblait un peu fermé et qui est en train un petit peu de s'ouvrir, et je voulais valider ce point-là avec toi, mais peut-être en préalable, est-ce que je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer un peu comment ça fonctionne de base en fait, quand une entreprise de l'idée de base jusqu'à la licorne. Quelles sont ces étapes qu'un entrepreneur doit accomplir, et les points de contact qu'il peut avoir avec de l'autre côté, c'est-à-dire les financiers, les investisseurs. Bien sûr. Alors, à la base, il va y avoir l'idée, le concept, mais ça vaut rien, hein. Ce qui va vraiment compter, c'est l'exécution. Donc, ce que va vraiment faire et amener l'entrepreneur ou les entrepreneurs, parce que souvent, surtout si on veut faire une licorne, on va commencer à plusieurs, c'est vraiment de passer de l'idée à l'exécution. Pour, pour, pour passer à cette exécution à une plus grande échelle, une fois qu'on a fait un petit peu la preuve de concept, on va avoir souvent besoin de financement parce que par définition, une start-up technologique a besoin de faire beaucoup de R&D et va avoir du mal à avoir des revenus immédiatement, d'où le besoin de financement. On peut commencer au tout début avec du love money, en fait des gens qui vous font confiance, qui vous posent pas trop de questions et qui vont investir parce qu'ils croient en vous. Donc ça c'est la première étape, et donc c'est une relation avec l'investisseur qui est plutôt proche, et ça va être, si on a la chance d'avoir ces gens-là, ce réseau, ça va permettre de mettre le pied à l'étrier. Sinon on peut faire des prêts d'honneur, des bourses, des choses comme ça. Après, il va y avoir ce qu'on appelle le tour de seed qui va se faire avec des investisseurs type business angel, des anciens entrepreneurs qui veulent aider d'autres boîtes à se lancer, qui veulent vivre des aventures par procuration. Et là, il faut quand même avoir un minimum de démonstration, de preuve, avoir fait une preuve de concept, quelque chose qui permet de dire ok, ça marche, je suis capable d'exécuter. Donc là, contrairement à avant, on vous fait confiance aveuglément sur votre capacité de faire les choses. Là, le business angel va dire je veux quand même voir ce que tu as fait, donc preuve de concept, et là, ça va surtout se baser sur les premiers pas, et puis aussi, bien sûr, il faut qu'il y ait quand même un petit peu d'intuition personnelle entre les investisseurs, les différents fondateurs pour que ça matche. On va faire un tour de seed, on va se développer, première rentabilité, on voit que ça fonctionne. Il faut accélérer, et donc là c'est la série A, c'est-à-dire qu'on a déjà vraiment prouvé le modèle. On dit voilà, je suis capable de faire ça, tant de rentabilité. Maintenant il me faut des montants plus conséquents, plusieurs millions d'euros souvent, et je vais pouvoir scaler, aller à l'international, vraiment accélérer le développement. Et là, on va faire appel souvent à des fonds. Donc là, une relation beaucoup plus basée sur du tableur Excel, sur des chiffres, expert comptable, validation. Donc on est dans une relation beaucoup plus professionnelle et beaucoup moins basée sur l'émotion et puis là, ce qu'on va ressentir, mais vraiment sur l'analyse froide du business. Une fois qu'on a passé la série A, il va y avoir l'accélération, le développement, la réussite ou pas, hein. Et donc là il peut y avoir une série B. S'il y a une réussite, on va se rapprocher en fait de montants assez conséquents, plusieurs dizaines de millions d'euros jusqu'à 100 millions d'euros.
où là, une fois qu'on a vraiment atteint une certaine forme de rentabilité, ou qu'on a démontré qu'on va être capable d'aller justement à une valorisation de plusieurs milliards, une fois qu'on a réussi à convaincre ces nouveaux investisseurs qui se rapprochent un peu du private equity, qui sont capables de mettre des grosses sommes, eh bien là, on passe vraiment à la vitesse supérieure. C'est ce qui est arrivé à Ledger en 2018, quand on a levé 70 millions. Ensuite, on se développe, et puis si on a la chance de vraiment complètement valider de manière certaine le modèle, que ça marche, qu'on arrive à rajouter plusieurs niveaux de rentabilité, à dérisquer complètement, eh bien là, on peut lever des centaines de millions sur une série C, et là, on est vraiment dans le private equity, et la suite, eh bien là, on est déjà une licorne, et la suite, eh bien, c'est d'aller jusqu'à l'IPO, et que les investisseurs à la fin, les détenteurs de parts d'entreprise, soient des particuliers, des gens qui, en fait, n'avaient pas la possibilité avant de rentrer en tant qu'investisseur, parce qu'eux, ils avaient peut-être que 500 euros, 1000 euros à mettre. Et c'est là, tu l'avais mentionné tout à l'heure, ce que Blast vient changer, c'est la capacité de donner accès à tout le monde, en fait, de pouvoir rentrer au capital des startups au début, et c'est là où c'est le plus intéressant. Donc on voit bien que la typologie de l'investisseur évolue énormément en fonction de la maturité de l'entreprise. Et aussi la relation entre les fondateurs et les investisseurs va aussi vachement évoluer. On va passer de quelque chose de basé vraiment, on va dire, pour simplifier, sur l'émotionnel et le fait d'y croire, à de la gouvernance ultra pilotée par des tableaux Excel et des décisions politiques. Et donc on se rapproche en fait des antichambres du CAC 40 et de ce genre des conseils d'administration qui au début en fait n'existent pas vraiment. Ouais, donc on voit bien qu'en termes de relations, on est plus sur de l'affect au démarrage, et après vraiment prouver quelque chose, et ensuite faire du reporting, dégager vraiment et exécuter sur son plan. Toi, tu as connu toutes ces étapes, donc tu l'as dit avec Ledger. Tu as connu d'autres étapes peut-être, et tu t'es arrêté avant parce que voilà, il y a eu ça n'a pas marché sur d'autres projets. J'ai fait 10 startups, donc j'ai levé des fonds peut-être une dizaine de fois au total. Certaines ont marché, certaines n'ont pas fonctionné. J'en ai vendu, j'en ai arrêté. Donc oui, j'ai vu quand même pas mal de situations différentes dans l'univers des startups et des levées de fonds. Et quelle est l'approche pour l'entrepreneur, et peut-être aussi quelle est toujours en parallèle, le type d'investisseur ou le profil d'investisseur? Tu les mentionnes un petit peu entre business angel, VC, etc. Mais du coup, d'un point de vue de l'investisseur sur les démarrages, du point de vue de l'entrepreneur sur le démarrage, et quelle est l'approche? Est-ce que l'approche doit être différente sur toutes ces phases, tu vois, de levée de fonds? Enfin, on peut les appeler levées de fonds, ou du moins, oui, c'est des levées de fonds finalement, des moments où on a besoin de financer quelque chose. Des 2-3 premières étapes, ou 4 en fait, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui doit changer peut-être dans l'esprit de l'entrepreneur pour présenter les choses et avoir du succès dans la levée de fonds en fait à son étape, à une étape donnée, quoi, tu vois? Alors en fait, au début, sur les premières étapes qui sont paradoxalement les plus faciles, c'est dans la capacité de projeter, de dire voilà ce qu'on va faire, voilà les différents futurs, et c'est là où on peut présenter la courbe hockeystick qui monte. On a un concept, on a pu démontrer qu'on est capable de réaliser quelque chose, que ça marche, qu'on a des premières preuves sur le go-to-market, et en fait, on veut que les gens en face, les investisseurs en face, se fassent une conviction qui va être basée quand même beaucoup sur la capacité des fondateurs de convaincre et d'exprimer leur vision. Et donc là, c'est les qualités personnelles. Est-ce qu'on est dynamique? Est-ce qu'on écoute bien? Est-ce qu'on a les réponses? Est-ce qu'on a bien travaillé son sujet? Et là, on est plus dans du showmanship quelque part que dans une analyse en fait d'un business plan. Parce qu'en fait, bon, le BP, on va le regarder, mais ce sont des projections. On peut dire beaucoup de choses. En fait, tout est possible. Quand on va arriver sur la série A, c'est-à-dire la prochaine étape, une fois qu'on a fait un seed, qu'on a 1 an, 2 ans, et là on se dit bon bah maintenant il me faut des fonds. Si on n'a pas réussi à démontrer la capacité du business, eh bien d'avoir des revenus conséquents, de faire un go-to-market, des clients, des machins, bah là, en fait, c'est plus du tout la même chose. On n'est pas dans peut-être je vais y arriver, croyez-moi. Là, on a démontré ou pas. Et si on a démontré, là, il va falloir montrer quand même des caractéristiques différentes, plus des caractéristiques de manager, de croissance, de capacité à pouvoir recruter, à pouvoir exécuter en fait une roadmap de façon très professionnelle dans un environnement où on passe de 10 personnes, 20 personnes à 50 personnes. Donc capacité de leadership, capacité de manager, capacité de gestion d'équipe, capacité en fait de pouvoir aussi maintenir les valeurs de son entreprise qui ne se feront pas diluer. Donc
on va pas avoir le même discours, on va pas convaincre de la même façon et on va devoir aussi composer avec ce qu'on a fait et le passé. Et donc on peut plus vraiment raconter les mêmes choses puisque là on est contraint par ce qui arrive et à moins de pivoter, rebooter la boîte et dire voilà on repart dans une autre direction, on a quand même un passif. Et c'est un peu comme quand un président en fait arrive, s'il a déjà un passif, c'est beaucoup plus difficile parfois de se faire élire que ah bah je suis tout neuf, voilà j'arrive. Et donc on peut faire beaucoup de promesses et c'est pour ça que je dis que c'est plus facile parfois de lever en site qu'en série A parce qu'on est face à son propre passif. Ouais, Serie A, on a déjà dégagé du revenu, hein, on est d'accord? On est un peu obligé, c'est-à-dire qu'on va lever 1 million en seed et on va lever 3-4 millions en série A pour accélérer. Et on ne peut pas refaire un seed en disant bon je reprends 1 million parce que là on a quand même eu déjà cramé 1 million. Et si on n'a pas réussi, là c'est difficile. Et c'est souvent des situations qui se passent pour les entrepreneurs qui sont un petit peu au bout de leur seed et qui n'ont pas encore réussi à démontrer les revenus, à craquer le code. Et là on va rentrer dans des refinancements avec les investisseurs actuels, on va arriver sur des bridges, on va arriver sur tout un tas de choses qui on se dit allez il faut que je gagne 6 mois de plus, 1 an de plus pour pouvoir générer une conviction pour emmener une série A. Ouais, complètement. Et de l'autre côté de la barrière, quand on est investisseur, quels sont peut-être les types, quand on veut investir sur ce type d'entreprise, de start-up, quelles sont les choses à quoi s'attendre et le profil d'aversion au risque qu'on doit avoir et l'approche qu'on doit avoir en fonction de l'étape dans laquelle on va apporter des fonds à cette start-up? Alors l'aversion au risque, on doit l'oublier, parce qu'il faut quand même rappeler qu'investir dans des startups, donc dans des entreprises non cotées, comporte de nombreux risques, absence de liquidité, possibilité de perte totale du capital. Donc tout investisseur business angel va le faire avant tout parce qu'il va être porté d'une mission d'investir dans l'économie, dans les startups. Voilà, déjà, il faut quand même avoir une appétence là-dessus parce qu'il y a un risque fort. Alors évidemment, les retours sont à la hauteur des risques, parce qu'il n'y a qu'en investissant dans des startups au début qu'on est capable de faire des multiples assez importants. Et donc c'est normal qu'il y ait de la casse. Il y a 9 entreprises sur 10 qui vont aller au tapis. Donc pour un investisseur, il faut quand même bien avoir conscience du risque et donc en tout cas investir dans ce type d'entreprise qu'une petite partie de son patrimoine. Après, les investisseurs en fait ne sont pas les mêmes en fonction de s'ils vont investir au début, au milieu ou à la fin. Parce que pour prendre l'exemple opposé du private equity, une entreprise qui marche très bien, qui va s'introduire en bourse dans 1 an, qui va faire un tour en série D pour un peu tout préparer les choses, va pouvoir lever facilement plusieurs centaines de millions avec un risque, bon, qui n'est pas nul évidemment, mais qui est relativement faible parce que tout est quand même sous contrôle. Et là, ils se disent, je vais pouvoir faire x2, x3, peut-être x4 ou plus, pas x100, mais sur mon investissement. Donc il y a des placements private equity et là on est plutôt proche en fait de fonds de pension et d'argent qui doit être managé avec un risque modéré. Et donc ce ne sont pas du tout les mêmes investisseurs. Souvent au début ce sont des entrepreneurs et à la fin ce sont de véritables financiers. Et donc la palette de risques et la palette de décisions et la palette de ce qui va être important pour eux et aussi de retour sur investissement ne sera pas du tout le même. Et c'est pour ça qu'il y a rarement des fonds qui font toute la palette. Alors il y a des fonds énormes qui ont plusieurs poches d'argent, mais si quelqu'un fait du early stage ou du mid ou du late stage, ce ne seront pas les mêmes poches, ce ne seront pas les mêmes analyses, ce ne seront pas les mêmes manières de considérer en fait l'investissement. Ouais. Quand on est investisseur aujourd'hui en France, on peut se positionner sur réellement toutes ces étapes ou est-ce que vraiment ça c'est des cercles fermés en fait encore aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, à moins d'être un investisseur professionnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle un LP, d'avoir quelqu'un qui va investir dans les fonds, un limited partner. Donc souvent, ça va être un family office qui va être conseillé par une grande banque d'affaires ou de banque privée qui va dire tiens, il y a le fonds machin bidule, il lève 50 millions, tu peux peut-être mettre une allocation d'1 ou 2 millions. Et donc c'est comme ça qu'on peut se retrouver dans un grand fonds français d'investissement, même en early stage ou mid stage. Il y a aussi des fonds d'investissement qui se créent avec des limited partners qui sont des entrepreneurs. Donc ce sont des investisseurs professionnels qu'on va aller chercher, qu'on va aller convaincre. Et en dehors de ça, si on est un particulier, quelqu'un qui n'a pas soit une grande fortune, soit une méga connexion, eh bien, on va se retrouver soit à devoir peut-être trouver soi-même des deals en essayant de gratter à droite à gauche, mais
c'est pas évident parce que les deals, il n'y a pas de perméabilité en fait, les decks ils ne circulent pas. Ou alors de se dire je vais aller rejoindre en fait des associations de business angels ou des fonds locaux. Et là, bon, la qualité des deals n'est pas non plus la plus incroyable puisque des entrepreneurs qui ont une vraie tech, un truc incroyable, ils vont aller plutôt sur des gros fonds parisiens ou européens. Et donc l'investisseur particulier va jamais voir ce type de deal. Et c'est quasiment impossible pour quelqu'un, même qui a des fonds et qui dit ok, j'accepte le risque, je comprends, mais j'ai envie quand même d'aller mettre une partie de mon patrimoine dans ce type d'investissement parce que j'y crois, j'ai envie, ça m'intéresse et je peux avoir du retour. En fait, je dirais qu'il y a peu de solutions jusqu'à ce que Anthony Bourbon arrive avec Blast. Ouais, on va y venir, on va y venir. Ouais, donc peut-être que tu en parles, j'ai l'impression vraiment qu'il y a les business angels régionaux, ça ressemble un peu à une sorte de Rotary Club, joueur de bridge qui pour ça, ils font un peu. Mais c'est un peu ça, et c'est vrai que c'est bien, ils jouent un rôle, ils injectent de l'argent dans l'économie des startups et les startups sont très contents de lever avec ce genre de club, mais souvent, voilà, il y a un peu un côté aussi un peu troisième âge, des gens qui aussi ont une vision qui n'est pas forcément adaptée avec les valeurs de l'entreprise ou le même rythme et parfois ça peut créer un peu des déconnexions et aussi pas mal de temps pour l'entrepreneur de devoir gérer en fait les demandes du fonds, donc c'est pas toujours idéal. Ouais. Non, je comprends. Si on reste juste en oubliant juste les canaux de distribution et les réseaux, en se disant qu'on y a accès en fait, et qu'on peut investir dans des boîtes comme ça en start-up, si on y a accès en tout cas, est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'une expertise métier pour investir dans une certaine catégorie d'entreprise ou pas du tout en fait, comment tu... Alors, pas forcément. Donc, si on a un réseau et qu'on par des amis ou d'autres, on va voir passer des deals et on a la capacité de pouvoir mettre des tickets, parce qu'il y a aussi une notion importante, c'est que en dessous de 50 000 euros, voilà, enfin, on peut toujours peut-être avoir des tickets à 20, 30 000, mais en tout cas, on ne peut pas mettre 1 000 euros, ça n'existe pas. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut quand même si on voit ce deal flow, il faut être capable de mettre 50 000 pour pouvoir un petit peu s'imposer. Ensuite, sur l'analyse en fait du dossier, je pense c'est du bon sens. Il faut avoir une compréhension, bien sûr, de comment fonctionne une start-up, des bases de l'économie de marché, pour être capable quand même de pouvoir lever des loups ou des choses qui ne sont pas incroyables. Mais moi, par exemple, j'investis dans des secteurs très différents et pourtant, je ne suis pas du tout expert dans ces secteurs-là. J'ai des bases assez solides pour comprendre un business et voir si finalement la balance tient et qu'il n'y a pas un truc qui n'a pas de sens. Par contre, ça reste quand même des business qui soit en fait ont en commun la tech que pour le coup je suis capable de comprendre et de vérifier que sous le capot ça fonctionne et après quel que soit l'environnement dans lequel ils vont bosser, bon à la limite je dirais que je peux prendre le risque de pas forcément maîtriser le go-to-market et donc mais par contre je maîtrise l'aspect tech et à contrario moi je fais pas de santé, je fais pas de médical parce que pour le coup là c'est très compliqué, il faut vraiment comprendre les claims en fait qui vont être donnés par la startup et ça je suis pas capable de le faire donc là j'y vais pas. Donc on peut y aller certes sans maîtriser l'ensemble de la chaîne des tenants et des aboutissants de tout, d'absolument tout, mais si on est nul en tech, qu'on ne connaît pas le marché et qu'au finalement on n'a aucune capacité de se raccrocher à rien, le pouvoir de décision tout seul, c'est un peu la loterie à la fin, quoi, parce que c'est sûr que c'est pas évident. Hein, on peut se dire, ok, je comprends le business plan en tant qu'expert comptable, je comprends ce qui se passe. Par contre, pour dire, est-ce que la tech, elle fonctionne, est-ce que le marché fonctionne, enfin, si après on ne peut pas lever une partie des inconnus, bah là, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, parce que j'avais justement l'impression que c'était un petit peu l'avantage concurrentiel qu'on peut avoir. C'est quand on a été, tu vois, on a évolué 15 ans, 20 ans dans un secteur et qu'on est très bien, on a occupé des positions élevées. On peut avoir, si tu veux, ce truc qui n'est pas réglementable par les marchés financiers, mais qu'on dispose nous-mêmes, cet actif qui est cette connaissance du secteur qu'on peut mettre à contribution dans les choix d'investissement si on a les tickets dont tu parles. Quoi. Mais, bien sûr, et c'est aussi une chance pour les entrepreneurs de pouvoir avoir un investisseur qui a une maîtrise, une expertise sectorielle qui va pouvoir mettre à contribution et aider puisque au début les business angels ne sont pas juste des gens qui viennent faire des chèques, ils viennent aussi apporter de l'accompagnement et de l'expertise.
Et quel niveau de contrôle tu dirais qui est important ou pertinent d'avoir sur les entreprises investies? Aucun. Okay. Aucun. À ce stade, en fait, un business angel qui va mettre 50 000 balles, il ne peut décemment demander absolument aucun contrôle. Il doit vérifier que le pacte d'actionnaires a les clauses, on va dire, classiques de loyauté, d'exclusivité, machin, enfin, que ce soit pas non plus la fête du slip. Mais par contre, en aucun cas, il peut demander le moindre contrôle. Il peut avoir des clauses d'accès à l'information, enfin, encore une fois, des choses très classiques qu'on retrouve dans tous les pactes. Mais c'est pas un business angel qui met un petit ticket ou même un gros ticket, parce qu'au début de l'aventure, enfin, à moins d'une situation bien particulière, on peut pas commencer à mettre des bâtons dans les roues, de mettre une gouvernance compliquée. En général, ça va arriver au minimum au seed et de manière un peu plus complexe en série A, puis en série B. Là, on est vraiment dans des environnements très, très contraints, très cadrés. Là, les boards commencent à être vraiment enregistrés, il y a des vrais reporting et il y a des votes, des vrais votes. Donc là, oui, là, en fait, comme on commence plus on brasse du pognon et de l'enjeu, plus il y a de la gouvernance et un certain nombre de garde-fous. Mais au début, il ne faut pas en mettre. Et donc, un business angel ne peut pas avoir le moindre contrôle sur quoi que ce soit. Enfin, moi, j'ai jamais vu le cas en tout cas. Ouais, ce qui rajoute un peu au risque, hein. Tu parlais du risque tout à l'heure, non seulement dans le waterfall, quand ça fait défaut, on est le dernier, enfin on reçoit rien du tout. Ouais, on reçoit rien, et puis pas de mais contrôle, après, pas de contrôle, mais là en fait on est assis à l'arrière et puis on laisse piloter, mais il faut surtout pas essayer de prendre le volant, hein. C'est pas le rôle du business angel, il peut être là pour conseiller en disant, là cette route je la sens pas, tu devrais plutôt prendre à droite parce que là c'est escarpé, tu te risques de te ramasser la gueule dans le ravin. Et donc là il peut convaincre et essayer de guider, mais s'il commence à prendre le volant pendant que l'autre tourne à gauche, il dit on tourne à droite, là vous allez vous prendre le mur. Puis à un moment, ou alors ce qui va se passer plutôt, c'est qu'il va ouvrir la porte, il va vous éjecter et vous allez vous retrouver sur le côté de la route. Parce que quand on a un business angel qui va être trop chiant, trop hands-on, qui va vraiment passer son temps finalement à occuper l'esprit des fondateurs, souvent ça se termine en autre boudin et ils se font sortir assez rapidement, quoi. C'est aisé d'ailleurs ce genre de choses, un business, je sais pas, il prend combien de pourcentage au démarrage et c'est facile de le sortir comme ça? Alors, souvent, s'il y a s'il y a une levée de fonds, on lève 500 000 euros, il y a 10 business angels, hein, je simplifie, donc qui ont chacun 50 000, et puis il y a une dilution totale de 20%, chacun se retrouve avec 2%. Donc bon, donc chacun en fait a un pouvoir extrêmement limité, ne serait-ce qu'au niveau de l'Assemblée générale et par rapport aux votes, hein, qui sont associés aux actions. Par contre, après, pour sortir quelqu'un, c'est juste une question de trouver le bon deal. Moi, je vais te raconter ce qui s'est passé chez Ledger. On a à plusieurs niveaux, on avait des business angels au début qui étaient rentrés dans Prixing. Prixing est devenu la maison du Bitcoin, c'est la même entreprise parce qu'en fait j'avais vendu le projet, hein, le fonds de commerce, mais pas la boîte. Et quand on est rentré, quand on a dit on va faire du Bitcoin, il y a certains business angels qui étaient là au début pour Prixing, qui est un comparateur de prix, qui ont commencé à s'affoler et dire non, moi je touche pas au Bitcoin. Et donc on les a sortis. On leur a dit tu veux sortir, c'est le bazar, on s'entend pas, on te rachète. Et en fait on les a rachetés à un prix qui était vraiment à la casse, mais bon, qui faisait en sorte que peut-être ils ont perdu la moitié, ils avaient mis 50 000, ils sont repartis avec 25 000, parce que eux considéraient que de toute façon on allait au crash et que 25 000 c'était mieux que zéro. Bon. C'était la stratégie du fou, quoi. Genre je suis fou, et la valeur tombe, tu le rachètes et ensuite tu fais. Ouais, c'est ça. Mais bon, ensuite un autre exemple, un peu plus tard dans Ledger, c'est la série A. On a levé 7 millions d'euros, dont 2 millions d'euros avec la Maïf, qui est un fonds d'investissement, un corporate français. Ils avaient investi sur la base que Ledger allait plutôt aller dans la blockchain et pas dans la crypto, hein. C'est aussi ce qu'on leur avait expliqué parce qu'en 2016 c'était vraiment l'année de blockchain super, Bitcoin nul, et donc on avait dû réadapter notre pitch. Une fois qu'on a closé, le Bitcoin a explosé et Ledger en fait s'est énormément développé avec la vente de ces devices. On pensait vendre 30 000 devices, hein, des clés Ledger, on en a vendu 1 million, donc on a vraiment explosé. Au premier board, Maïf était vraiment devenu blanc parce qu'ils se sont dit mais attendez, vous deviez pas faire ça, c'est quoi ce Bitcoin, Ethereum, la crypto, nous on n'est pas à l'aise du tout. Et donc, on les a sortis. Et là, en fait, ils avaient investi 2 millions. Un mois après, on leur a dit, voilà, 4 millions, partez. Donc, en fait, c'est juste une question de trouver un arrangement. Et un mauvais arrangement, hein, que dans un sens ou dans l'autre, vaut mieux qu'un bon procès. Et ça, je pense que quelqu'un qui a la maturité pour investir dans une entreprise, si à un moment il voit qu'il y a un souci, qu'on n'est plus aligné sur les valeurs ou quelque chose,
il va accepter de trouver un compromis pour sortir. Alors parfois, ça peut aller au clash, au procès, machin, parce que y en a qui se campent sur leur position, mais j'ai déjà vu des histoires de problématiques de business angel où ça allait pas. Dans 99% des cas, ça s'est résolu d'une manière ou d'une autre avec un transactionnel, quoi. Ouais, c'est une négo sur le prix. C'est une négo, tout à fait, exactement, okay. parce que personne n'a envie d'être embarqué dans un truc où tout le monde en fait se fait chier. Donc non, il y a toujours on peut toujours trouver des solutions. Ça marche. Je veux bien que tu me parles un peu de structuration aussi de deal de manière générale. Je sais que une des choses dont tu parles en fait dans ton intérêt sur le projet Blast notamment, c'est d'être respectueux de l'entrepreneur avec des structurations de deal qui soient acceptables. Et j'étais curieux de savoir ce qu'est une structuration de deal acceptable et une structuration de deal pas acceptable selon toi. Oui. Alors, on va prendre un exemple simple. Donc déjà, quand on fait une levée de fonds, il y a le montant. Par exemple, on va lever 1 million. Et ce million, il n'a pas la même valeur en fonction de la structuration du deal et notamment des clauses du pacte d'actionnaires qui régissent finalement quels sont les rapports entre les différents actionnaires et l'entreprise, etc., les fondateurs. Il y a des clauses classiques, comme je le disais tout à l'heure, d'exclusivité, c'est-à-dire que le fondateur il peut pas aller faire autre chose, de loyauté, de bad liver, c'est-à-dire que si le fondateur se casse comme ça, peut-être qu'il peut perdre ses parts. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs. Et en général, c'est assez standard. Là, on peut rentrer dans des structurations de deal qui sont pas favorables à l'entrepreneur. Bon, c'est soit évidemment si la valorisation est négociée à la casse pour l'entrepreneur, c'est-à-dire que si dès le premier tour il perd 45% ou 40% du capital, ça va être très compliqué pour la suite. Donc ça veut dire aussi que il faut faire attention à ne pas valoriser l'entreprise trop bas parce que c'est dans l'intérêt de personne. Et ensuite sur les clauses du deal, il y a ce qu'on appelle les ratchets et liquidations préférentielles. Je mets 1 million dans la boîte à une valo à 3 millions post, donc j'ai un tiers. La boîte part au tapis, mais elle a quand même des actifs et donc on vend pour 500 000 euros les actifs. Bon, là pour le coup, il y a une liquidation préférentielle qui fait que moi, en tant qu'investisseur, je récupère mes 500 000 euros et puis voilà. Et les autres, les fondateurs ne touchent rien, ce qui est un peu logique. Après, il y a des cas de liquidation préférentielle. Mais par exemple, si on vend la boîte 3 millions, bon, je récupère 2 millions. Voilà, parce qu'en fait, si on la vend en dessous de la valorisation à laquelle je suis rentré, là, je récupérerai 1 million et ensuite, les 1 million, ils vont sur le fondateur. Il y a parfois des liquidations préférentielles de X, 3X qui fait que pour me dérisquer en cas de problème, et pour le fond, en fait, pour que sur toutes mes participations, à la fin, même si on a une qui marche pas trop bien, je m'en sorte quand même. Dans ce cas-là, si j'ai une liquidation 2x, en fait, je prends 2 fois mon million. Et ensuite, le fondateur, il arrive et puis il n'a plus rien. Donc, parfois, on peut signer des clauses qu'il faut que, s'il vend la boîte un peu en dessous il a levé une valo à 30, mais à la fin, il vend à 20, ce qui est quand même pas trop mal, hein. En fait, il touchera 0 parce qu'il y a des liquidations préférentielles qui va faire que on va se servir plusieurs fois avant que lui. Enfin, il y a des calculs compliqués et parfois c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas marqué de manière aussi claire. Hein, donc il y a des trucs et donc on peut se faire facilement rouler dans la farine si on a en face de soi un fonds qui est pas vraiment extrêmement honnête avec le fondateur et qui profite de sa naïveté. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire attention à ça. Bon, aujourd'hui, je pense que la plupart des fonds d'investissement quand même sont assez respectueux et je dirais que c'est pas quelque chose qui pourrait arriver souvent, mais il faut quand même l'avoir à l'esprit. Ouais, donc comme tu l'expliques, c'est vraiment une page blanche. En fait, c'est les avocats qui ficellent la négo. Il n'y a pas de standard finalement là-dedans. Ah si, il y a un standard quand même. D'accord. On part quand même d'un standard. C'est pour ça qu'il y a le pacte classique, les clauses classiques. En général, chaque fonds a un petit peu son pacte sur lequel, avec ses préférences et ses machins, parce que tout le monde n'écrit pas le pacte de la même manière, mais quand même, à 90%, je pense que tout le monde a les mêmes clauses et ça, on a tendance maintenant à aller vers des trucs de plus en plus simples, de plus en plus formatés pour éviter de passer du temps dans des palabres interminables et des coups d'avocat qui n'en finissent plus. Et en plus, maintenant, il y a quand même les entrepreneurs, il y a beaucoup plus de deals, il y a beaucoup plus de choses et tout le monde fait un peu attention à ça. Et on peut plus se retrouver dans une situation où le fonds en fait peut dicter sa loi. Maintenant, je pense que ce type de cas de figure sont plus rares. En tout cas, autant j'ai pu en voir il y a quelques années, autant maintenant, bon, je crois pas.
Ok, ouais, il y a quand même, ça s'est un peu normalisé quoi, à ce niveau-là. Je voulais bien que tu nous expliques, justement, pour en revenir à Blast, une annonce hein, qui est arrivée cette semaine, que Ouais. tu rejoins Blast. Je voulais bien que tu nous expliques un peu ce que tu penses qu'est-ce qui t'a séduit chez Blast, que tu penses que Blast peut amener sur ce marché justement et disrupter et changer là-dessus. Et voilà, quel est le rationnel finalement de ton entrée et ton rôle dans ce beau projet. Alors la première fois que j'ai entendu te parler de Blast, c'était au tournage de Qui veut être mon associé et Anthony m'en avait parlé et j'avais trouvé l'idée intéressante, hein. Bon, ça a rien de les clubs deals, tout ça, ça a rien de neuf, mais ils voulaient mettre ça en fait à une échelle quand même plus importante. Mais moi intérieurement, je me suis dit voilà, bah bon courage parce que c'est quand même hyper compliqué de gérer les fonds, de gérer plein de gens. Il y a plein de notions de compliance, il y a des process, ça peut être casse-gueule. Faut faire hyper attention en plus, tu vois, à ce que tu dis, à ce que tu annonces. Enfin. Donc il y a un vrai sujet d'exécution et sans compter après toute la paperasse, toutes les boîtes, les machins. Donc faire un fonds en fait c'est pas neutre et faire un fonds où tes LPs c'est pas juste 10 boîtes ou 20 boîtes qui vont te filer du pognon mais 50 000 gugus que tu vas devoir gérer, c'est un vrai sujet. Et donc je l'ai vu faire, j'ai vu qu'il avait pris les choses très sérieusement et qu'il avait créé en fait une base de process et de gestion de tout extrêmement solide. Et on a discuté et la- donc Anthony a beaucoup de deals qui sont basés évidemment sur de la tech, mais sur du brand des startups assez classiques. Et pour le fond, il avait besoin, je pense, d'apporter de la diversification, des choses beaucoup plus deep tech, hardware, industriel. Et moi, en même temps, j'avais fait le constat qu'en France, il y avait un peu un trou dans la raquette dans l'investissement et le financement des boîtes hardware, qui sont pour moi un peu ma priorité, ce que je sais faire le mieux. Parce que, d'une manière générale, les fonds, ils n'aiment pas le hardware parce que c'est compliqué, machin. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est très prometteur, il y a plein de choses. Et je me suis dit, ah bah là, il y a quelqu'un à qui ça fait pas peur. Anthony, il est prêt en fait à ouvrir le fonds sur du hardware. Donc moi, ça répondait à cette problématique de dire, ok, c'est une opportunité pour moi de pouvoir financer des boîtes hardware qui sont top et de leur apporter finalement des solutions de financement qui n'existaient pas avant. Et en plus, dans la philosophie de ce que propose Anthony, c'est vraiment la capacité d'ouvrir à tout le monde, à tout investisseur, alors qui est bien sûr conscient des risques et qui a de l'argent à mettre par rapport en fait à son patrimoine, mais de permettre à des gens qui ont 1000, 2000, 10 000 euros à investir, de pouvoir les mettre dans des deals qui normalement n'auraient jamais dépassé le périphérique parisien. Et donc c'est là l'opportunité de pouvoir apporter à tout le monde des investissements qui normalement avant étaient juste inatteignables. Et en fait, la force d'Anthony dans Blast, c'est sa capacité d'avoir pu mobiliser des sommes importantes. Il a levé 100 millions. Et donc, il est capable d'aller voir les entrepreneurs et de se substituer en fait à des fonds de premier plan parce qu'il va simplifier le deal. Il va arriver avec une proposition de valeur qui va être plus efficace. Il va pouvoir proposer de faire à la fois le seed et la série A en même temps. En fait, il a une grande flexibilité et avec son approche en fait beaucoup plus dynamique et incisif, il est capable d'aller chercher des deals qui normalement allaient dans les fonds, les tiers, le top tier en fait des fonds, donc les meilleurs deals de la place et de les proposer pour Blast parce que le grand danger d'une boîte comme Blast, là où finalement il peut y avoir un problème, c'est si la qualité des deals tend vers zéro. C'est-à-dire que si finalement, en fait, on va retrouver les mêmes deals que on va retrouver sur des places de enfin, sur des clubs deals divers où bah, les gens vont là-bas, les entrepreneurs vont là-bas en se disant bah, j'ai plus le choix, il me faut 500 000 balles, bon bah je vais aller me mettre sur de l'investissement participatif et c'est vrai que là-bas souvent les dossiers sont pas de grande qualité et ça aurait été le danger. Et donc moi j'ai vu qu'il a eu cette capacité d'amener des super deals et donc je me suis dit ok ça marche, il a un bon process et je vais venir apporter d'autres deals de qualité mais sur quelque chose de complémentaire par rapport à ce qu'il est capable de proposer. Ouais,
Parce que enfin, il a lancé ça il y a assez peu de temps finalement l'année dernière, et tu rentres déjà dans l'aventure maintenant. C'est pas un peu trop tôt? Tu attendais parce que c'est aussi un business model qui est aussi plutôt. Enfin, quand on va voir l'exécution, ça va prendre encore quelques mois, voire quelques années. Tu as fait le pari d'y aller maintenant. C'est vraiment comme tu disais, tu étais impressionné par la capacité de mener des bons deals et l'exécution. Tu pensais que si ça devait péter, ça pèterait maintenant, c'est ça? Ça aurait déjà pété. Alors, en fait, peut-être, non mais j'ai vu Enfin, qu'Anthony, dans son approche, en fait, a compris qu'il doit absolument apporter de la qualité et il ne doit pas céder à la facilité de mettre plus de deals pour faire plus de volume, pour faire plus de tout. Il a limité le nombre de personnes qui rentrent dans Blast parce qu'il ne peut pas se permettre de lever. En fait, il a déjà levé 100 millions, ce qui est énorme, il faut les déployer. Mais il faut les déployer dans des deals de qualité. Et le simple fait qu'il ait le réflexe d'aller chercher d'autres personnes qui ont des zones d'expertise complémentaires pour amener des deals de qualité que lui n'aurait pas pu sourcer, démontre en fait sa véritable volonté de proposer à ses membres quelque chose, en tout cas de sélectionner, quoi, qui va vraiment être bien et pas juste tous les premiers deals qui viennent, parce que au final, c'est ça le contrat qu'il a avec ses membres du Blast, c'est vraiment d'apporter des bons deals. Après, ce sont les membres eux-mêmes qui font leur choix et chacun est libre d'investir ou pas. Donc chacun fait sa propre analyse et en fonction de son appétence au risque décide de mettre ou pas. Mais ce qui m'a convaincu, c'est de voir vraiment cette volonté d'Anthony de pas aller trop vite, trop loin, trop fort et de se prendre les pieds dans le tapis. Je pense qu'il a vraiment compris qu'il tenait quelque chose de solide et que maintenant il devait délivrer la meilleure qualité possible. Et partant de ce principe, je me dis que oui, enfin, s'il avait dû se prendre les pieds dans le tapis, il l'aurait fait avant. Et là, j'ai vraiment été convaincu par son discours et sa volonté de vraiment rester dans la qualité et à la limite de mettre plus de temps à déployer les deals plutôt que de se dire bon bah c'est bon, demain je vais chercher 300 millions, enfin hop hop hop, on monte, et à la fin, là oui, là on peut arriver à se casser la figure, et ça je pense que ce serait une erreur, et c'est justement ce qu'il ne veut pas faire et en limitant en fait la taille de Blast, ça permet d'en assurer la qualité et la maîtrise. oui, parce que j'imagine que l'alternative, ça aurait été aussi de recruter 2-3 autres analystes secteur pour sourcer des deals. Là, le fait de te faire venir, j'imagine que c'est un tout autre actif qui arrive dans l'entreprise avec ton réseau, voilà, ton expérience. Voilà. J'espère. J'espère que c'est pas le clou dans le cercueil de Blast. Non, je pense qu'effectivement, j'ai une capacité de pouvoir sourcer en fait des deals qui sont intéressants. En tout cas, je vois vraiment passer des top deals et ensuite à moi aussi de les sélectionner en tout cas selon mes critères et dire voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui m'intéresse et de toute façon dans tous les deals que je présente, je mets aussi mon argent donc c'est pas gratuit dans le sens où c'est toujours facile de dépenser l'argent des autres et ça c'est une responsabilité que moi j'ai jamais vraiment voulu avoir et c'est pour ça que j'ai même malgré toutes les propositions qu'on m'avait faites, j'avais jamais rejoint de fonds d'investissement, mais là j'ai trouvé que comme ça dépoussiérait, qu'il y avait vraiment une disruption en fait du modèle, ok, là ça m'a plu. Mais il y a vraiment, oui, cette responsabilité. C'est pour ça que de toute façon, quand on apporte un deal, je mets aussi mon argent. Et après, bah, si ça se casse la figure, j'y perdrai aussi. Parce que de toute façon, on n'est pas devin. Et malgré toutes les meilleures volontés, toutes les meilleures analyses qu'on peut faire, bah, parfois, ça marche pas. Et ça, bon, ça c'est le jeu, de toute façon. Et ça, tout le monde l'a bien compris. Le risque est vraiment présent. Ouais, complètement. Quels sont tes critères de sélection? Toi, tu disais que tu n'étais pas dans tout ce qui est santé. Sur des dossiers qui arrivent sur ton bureau, qu'est-ce que tu regardes en termes de maturité, secteur, chiffre d'affaires, croissance? Alors déjà, sur le secteur, on va être vraiment sur hardware, industriel et Web3, parce que j'ai aussi quand même une appétence particulière pour tout ce qui va être crypto, Bitcoin, blockchain, Web3. Voilà, donc je regarde ces dossiers-là principalement sur ces deux secteurs. Parce que sinon après on peut tout couvrir et de toute façon je dirais qu'Anthony a aussi ses deals et à un moment il ne faut pas qu'on se croise sur le même type de deal et bien sûr on pourrait rajouter en sectoriel tout ce qui est deep tech, intelligence artificielle, vraiment là où il y a vraiment de la tech lourde sur lesquelles je peux aussi ouvrir le capot, m'y plonger et avoir une expertise. Après sur la maturité de l'entreprise on va toujours être au début, Blast c'est du seed, c'est à dire que
le début. Alors pas le tout début, c'est-à-dire qu'on doit quand même avoir une exécution, une preuve de concept, un premier marché. Il faut être capable de pouvoir lever, enfin accepter de lever 1 million et demi, voire même plus, hein, parce que dans le hardware, on peut lever 2, 3 millions parce que là, les besoins en financement sont importants. Et donc pour arriver là, il faut déjà avoir quand même un minimum, enfin des premiers protos qui sont vendus, une première chaîne de production, quelque chose qui démontre que le produit a quand même déjà un peu trouvé son marché. Alors évidemment, il y a encore plein de risques et plein d'inconnus, mais on se situe à ce niveau-là. Et après, les critères de choix, eh bien, ça va être vraiment sur l'équipe, hein. L'équipe est toujours très importante à ce stade. Et puis, la conviction qu'on va se faire sur pas tellement sur le marché, mais plutôt sur la capacité de l'équipe à exécuter sur ce marché. Parce que, encore une fois, ça en revient toujours à ça. Est-ce que l'équipe, est-ce qu'elle a tout ce qu'il faut pour fabriquer, construire, vendre, convaincre sur ce marché? Parce qu'après, c'est très difficile d'évaluer une idée, d'évaluer un marché. On peut, voilà, donc on se concentre sur leur capacité d'exécution. Et en tout cas, à mon niveau, c'est moi là-dessus que je vais me faire une conviction. C'est une activité, la sélection pour ce fonds, et pour tous les adhérents de Blast, en fait, très, très similaire à ce que tu fais à la télé, qui va être mon associé. Mais sur un temps plus long. Oui, j'imagine. Mais du coup, est-ce que c'est deux choses qui, voilà, un petit peu... comment dire, est-ce que c'est deux silos complètement séparés, c'est-à-dire ce qui est télé, c'est télé, et il peut y avoir des deals qui se font avec la télé, mais en fait, est-ce que c'est complètement séparé, ou est-ce qu'il peut y avoir des sourcings vraiment, réellement qui se font avec Non, Ouais. Alors, je pense que ce sont deux silos séparés. Alors, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des regroupements, mais dans qui vont être mon associé, on est quand même beaucoup sur du B2C, c'est-à-dire en fait des produits, donc qui ne sont pas forcément du hardware, mais des produits physiques, ça peut être de la beauté, ça peut être plein de choses, mais que le téléspectateur est capable de comprendre, avec la particularité d'avoir des histoires d'entrepreneurs en fait qui marquent, qui sont impactantes, et le processus de décision va être aussi différent. Donc je pense que les deals en matière générale qui passent dans qui veut être mon associé ne pourraient pas aller dans Blast parce que ce ne seront pas des deals qui ont suffisamment de maturité ou alors je parle en général, hein, parce qu'il y en a certains qui pourraient y être, je pense par exemple à Helios qui là enfin, c'est un système un hardware un objet qui a été conçu pour pouvoir dessaliner, faire de la dessalination d'eau. Bon, là, ça marche, ça se développe, c'est du hardware. Enfin, je veux dire, on est plus proche d'une startup classique. Et là, je pense que ça aurait pu aller, en tout cas, dans Blast, pourquoi pas. Par contre, la plupart des autres sont trop encore soit petits, soit vraiment sur des sujets trop légers, pas assez tech. Et donc, si à la fin, l'instruction va être un petit peu la même chose, parce qu'on regarde la capacité d'exécution, comment est le fondateur, les porteurs de projet, on essaie de se faire une conviction, mais très rapidement, mais finalement, on fait la même chose, hein. Il n'y a pas deux recettes différentes, mais on va avoir un angle un petit peu un angle qui ne va pas être le même et la conviction d'investissement va se faire quand même beaucoup plus, je pense, sur de l'affect et du contextuel, alors que sur un dossier Blast ou de fonds, on est sur des éléments quand même. Alors, il y a toujours un peu d'affect évidemment, mais pas à ce point-là, quoi. Ouais, follow the money, quoi. On est sur pour la réalité, quoi. Donc ça reste de la télé pour l'autre et ouais, mais à la fin. Il faut quand même dire qu'on investit quand même des millions. Moi, j'investis des millions d'euros à la télé. Donc, ça reste réel. C'est-à-dire qu'on se fait des convictions et des paris sur des critères quand même assez différents. Enfin, quand j'investis plus de 150 000 euros chez Frédéric Douin, qui est un libraire en fait qui veut vendre des livres anciens. Enfin, je veux dire, là, on est à des milliards de kilomètres de Blast. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et pour autant, voilà, j'ai investi, je le suis, et puis ça fonctionne, hein, mais voilà, c'est des critères très, très, très différents, quoi. Sur ton secteur de prédilection, justement la tech, quelle est la profondeur du marché? Est-ce que tu anticipes des dossiers intéressants à venir ou des segments qu'il faut vraiment regarder? Parce que je pense à ça aussi dans le contexte on a reçu Gabriel Jarosson, que tu connais peut-être, qui a un fonds qui lui est basé vraiment sur les startups US, et un de ses arguments c'était de dire qu'en gros le marché était tellement plus vaste aux US qu'il y a de la liquidité, etc. Et donc, d'où ma question, est-ce qu'en France, si vous portez sur des dossiers français ou européens, il y a suffisamment de matière? Ouais, il y a suffisamment de matière. Honnêtement, je reçois
une centaine de dossiers par semaine, et là je parle pas de avant Blast en fait, hein, simplement par mois en tant que business angel et sans forcément, sans rien demander à personne, hein, je reçois un grand flux de dossiers, alors il y a à boire et à manger, hein, mais il y a quand même du volume et de la profondeur. Et ça, c'est qu'une toute petite partie des dossiers qui sont sur la place, que je ne vois évidemment pas tous passer. Et donc oui, il y a de la profondeur, il y a vraiment de quoi faire. Donc ça, je ne suis pas du tout inquiet. En France, on a une capacité d'entrepreneuriat et aussi de développement de tech, que ce soit dans la deep tech, l'intelligence artificielle, l'algorithmique, la crypto, puis même le hardware. On a un savoir-faire assez important. Donc je ne suis pas du tout inquiet sur la capacité de pouvoir trouver des bons deals. Il faut qu'on arrive à les sourcer, il faut qu'on arrive à mettre le doigt dessus, il faut qu'on arrive à les choper, mais ils sont là, c'est sûr, et il y en a. Donc ça, ces entrepreneurs-là vont pas aux US notamment pour se faire financer. Ils restent sur le marché français. Ils restent pas attractifs. Forcément, parce que déjà tout le monde n'a pas envie d'aller aux US. Hein. Par exemple, moi, j'ai jamais voulu aller aux US. Hein. Je suis pas un atlantiste et je suis très bien en France. Et je pense que il y a quand même de plus en plus de liquidités en France pour les startups. Aujourd'hui, un Français qui me dit en France on peut pas lever d'argent, je lui dis tu mens. Tu dis pas toute la vérité, tu vois, c'est qu'il y a un truc, évidemment, tout le monde ne lève pas de l'argent, tous les projets ne sont pas financés et à raison, mais quelqu'un qui a un bon projet, qui tient la route, enfin, il doit pouvoir se faire financer en France, il n'est pas obligé d'aller aux États-Unis. Ça, c'était peut-être vrai il y a 10 ans, mais maintenant, non. Et aujourd'hui, il y a de la liquidité, et même sur des tours qui avant ne savaient pas faire en France de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions, on sait faire maintenant. Alors certes, peut-être en faisant venir des fonds en renfort américains ou étrangers qui viennent, mais on reste en France. Et donc là-dessus, moi, je suis à moins d'être sur un truc très particulier ou pour une raison vraiment précise, absolument aucune. Ça ne sert à, enfin, on peut très bien rester en France. On n'est pas obligé d'aller aux US pour lever, pas du tout. Ok. Et le sous-segment qui suscite ton intérêt en ce moment grandissant, là où il faut regarder dans la tech, c'est quoi pour toi? Bon, moi j'ai toujours mon tropisme hardware et je pense que les modèles hardware SaaS sont très puissants parce que ils ont des capacités très importantes de générer du chiffre avec un churn très bas, c'est-à-dire une fois qu'on a installé le client avec son hardware, son machin, enfin c'est très difficile de le faire sortir. En fait, il y a une inertie importante. Donc moi je crois beaucoup à ces modèles et qui sont sous-financés parce que justement ça passe par du hardware et ça passe par un risque industriel et d'exécution qui est fort parce que le hardware, quand ça marche pas, quand ça veut pas, bah, ça veut pas. Et donc on peut pas jeter 10 ingénieurs sur le sujet comme on pourrait le faire en software. Voilà, parfois quand on a des problématiques de moules qui cassent ou de trucs, je veux dire, voilà, on peut pas aller plus vite que la musique. Donc c'est pour ça qu'il y a un risque qui est plus important et des aléas qui sont beaucoup plus importants que dans le software. Mais voilà, ça, ce sont des modèles sur lesquels je crois beaucoup. Et évidemment, le Web3, il y a eu un fort développement du Web3 en 2022, 2021. Et en 2022, tout est un peu tombé comme un soufflet. Et pour autant, je ne crois pas que ce soit une mode qui est venue et qui va disparaître. Je reste très, très attentif à tout ce qui se passe sur le Web3. Je fais peu d'investissements parce qu'il y a beaucoup de deals, mais je considère que ceux qui m'intéressent en fait sont quand même assez. Il y en a peu qui m'intéressent, donc je vais pas. Je pense que je vais porter plus de deals hardware que de deals Web3 chez Blast, mais bon, on verra. Mais en tout cas, je reste vraiment convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire et se développer sur le Web3. Et évidemment, l'intelligence artificielle, les machins. Enfin bon, ChatGPT, bon, il y a plein de modèles nouveaux qui arrivent, mais voilà, moi c'est pas non plus mon secteur le plus voilà, je me mets pas sur la mode de l'IA en disant il faut faire de l'IA absolument. Je pense que voilà, c'est un sujet intéressant, mais je reste vraiment sur mes deux secteurs que je regarde en particulier. Ouais, surtout que ce qui est compliqué dans ce genre de métier, c'est qu'en fait, on peut pas juste s'attarder à le truc de la tendance du moment, en fait. C'est vraiment qu'est-ce qui va marcher dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années. Donc, c'est des moments de fond. Il faut rester quand même assez... on peut pas papillonner, en fait, d'un secteur à l'autre en se disant, bah tiens, c'est le NFT, maintenant c'est le Web3, maintenant c'est ChatGPT... non. Donc moi, moi, ça fait 10 ans que je fais du hardware, ça fait 8 ans que je fais de la crypto. Voilà, je pense que je vais rester là-dedans longtemps.
Alors justement sur la crypto, je voulais t'emmener un peu sur ce secteur-là aussi, qui est très intéressant parce que tu as ce statut justement enfin cette expérience d'être un early adopter du Bitcoin. Tu expliquais, t'en as acheté quand personne n'y croyait en 2013. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu pensais et là plus sur un aspect vraiment finance perso, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la crypto, dont moi, et qui nous écoutent, et par rapport aux finances perso, qu'est-ce que la crypto peut apporter? Alors, il y a eu beaucoup de vent sur la DeFi notamment, et il y a des mouvements un petit peu de bankless, de débancarisation, choses comme ça. Déjà, d'un aspect pratique, comme je sais que tu as eu beaucoup de Bitcoin, est-ce que tu as réussi à peut-être les utiliser dans un but autre que juste comme de l'or, les sécuriser dans un coffre-fort, tu vois? Est-ce que tu as pu financer des choses avec ça, voilà. Alors, oui et non. Oui, évidemment, j'ai pu financer des choses avec ça parce que j'ai eu un gain financier, je les ai achetés à un prix assez bas et je dû les revendre à un moment pour refinancer des actions chez Ledger, pour acheter les actions de Maïf par exemple, j'avais vendu du Bitcoin. Donc, je veux dire, voilà, j'ai fait des opérations financières réelles dans la vraie vie en utilisant les Bitcoins, mais ça, ce sont des plus-values. Donc c'est très financier, on va dire. Et donc oui là-dessus. Et après non sur le fait, j'ai rarement utilisé des bitcoins dans la vraie vie en disant tiens, je vais payer mon café à El Salvador. Enfin, bien sûr que j'ai fait des trucs comme ça, mais à la fin, c'était pas une expérience révolutionnaire. Donc parfois, j'ai pu acheter des choses en ligne avec du bitcoin et c'était pratique. Notamment, je me rappelle une fois, c'était en Chine, j'avais dû payer quelque chose. Donc il y a des moments qui ont été utiles, mais ça reste anecdotique. Et pour moi, le Bitcoin, avant tout, au-delà de l'aspect pratique, parce que certes, il existe, mais bon, il est quand même enfin, on va peu avoir de cas de figure comme ça chacun. Euh, c'est vraiment la liberté, la souveraineté personnelle. Pour moi, avoir du Bitcoin, c'est une question de survie, c'est une question en fait d'équilibre mental. Si j'avais pas de Bitcoin, je pense que je me sentirais mal parce que je considère que la finance classique en fait est au bord de, enfin, elle va pas très bien. Les monnaies classiques ne vont pas très bien. Alors, peut-être que ça va exploser, peut-être pas. Ça fait 10 ans ou 20 ans qu'on dit que ça va péter, et pourtant c'est toujours là. Donc, à la fin, on quand même se pose la question. Mais pour moi, c'est un hedge. Donc, je dors mieux avec mes bitcoins qu'avec mes euros. Et après, de toute façon, le fait d'avoir des cryptos, du bitcoin, ça répond pour moi au besoin primaire de posséder quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Je ne peux pas supporter l'idée que mes actifs, l'argent, soit dans une banque à droite, à gauche, et qu'un jour on me ferme le robinet, on dit ah monsieur l'archevêque, désolé, vous avez vu ce que vous avez tweeté là? Ah bah non, pas possible, désolé, vous pouvez plus avoir accès à votre argent. Et alors, ok, j'exagère, mais finalement, je me dis que ça, c'est pas impossible. Et moi, pour moi, la liberté est fondamentale, la liberté de pouvoir posséder, de faire ce que l'on veut, sans pour autant brûler le gouvernement et les institutions. Tu vois, je suis pas un fou furieux, mais voilà, pour moi, c'est vraiment posséder mon argent, je l'ai, c'est à moi, et venez pas m'emmerder, quoi. Et ça, en fait, ça répond à un besoin fondamental qui est là, et le Bitcoin joue ce rôle pour moi, en tout cas. C'est vraiment l'aspect plutôt philosophique ouais, comme tu dis, l'aspect d'être maître de quelque chose, Ouais, sur lequel tu peux compter, quoi. Bien sûr, et qui en plus est au-delà de ça est un hedge financier parce que voilà, sans être un catastrophiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un gros problème et je serais très content d'avoir mes bitcoins, quoi. Les autres tokens crypto, tu le fais moins, hein. Non, tu moi je restes. suis pas, alors Ouais. je suis pas un maximaliste dans le sens où j'ai rien. Enfin, c'est très bien qu'Ethereum existe, que les autres existent, et je pense que c'est super et chacun joue son rôle. Par contre, je suis pas trop. Ouais, j'ai 99%, enfin 90%, on va dire, en Bitcoin. J'ai historiquement des cryptos que j'avais achetés et que j'ai gardés, du Cosmos. Donc voilà, je vais pas les vendre pour les vendre, donc je les garde. Mais je suis vraiment. Enfin, tout ce que je peux. Enfin, voilà, je remets toujours en Bitcoin et pour moi, c'est mon truc fondamental. Ok, donc tu es vraiment un hodler, Ah ouais, 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 tout à fait. voilà, ouais. Enfin, au-delà de cette chose philosophique, enfin, de cet aspect dont tu parlais, il n'y a pas d'autres dessins où tu n'as peut-être pas encore trouvé en fait, les objectifs que tu voudrais faire avec cet actif qui représente une grosse partie de ton patrimoine, j'imagine aussi. Ouais, tout à fait. À un moment, je pense que j'aurai besoin de faire quelque chose qui aura besoin d'être financé et que
je me dirais que c'est peut-être le moment de me séparer d'une partie de mes bitcoins. Je suis pas en mode, genre, j'ai pas envie de mourir avec mes bitcoins. J'espère bien les utiliser un jour pour en faire quelque chose. Donc pas tous, évidemment, parce qu'encore une fois, je veux en avoir et je veux avoir ce hedge, mais je suis pas dans une accumulation pour accumuler et me dire, bah tiens, ce sera... Enfin, je vais pas l'emporter au paradis. Donc clairement, je suis un hodler dans le sens où tant que je peux arbitrer, je préfère vendre, enfin utiliser mes euros ou faire du levier et garder mes bitcoins. Mais si je fais ça, c'est que pour un jour, je puisse les utiliser à quelque chose, à bon escient. Peut-être ce sera pour financer une boîte, quoi que j'en sais rien. J'ai pas peut-être pour aller sur Mars et payer mon billet, mon billet aller simple pour aller sur Mars. J'en sais rien. Mais voilà, j'ai quand même une finalité d'usage. C'est pas juste psychologiquement les avoir et puis de crever avec, parce que bon, ouais, c'est pas super quoi. Ouais. Ça a été du collatéral, hein. Tu disais l'effet de levier, donc tu as pu le passer en collatéral pour te faire financer auprès de banques privées. Non, je parlais pas de ça. Je peux faire du levier parce que j'ai des actions Ledger, par exemple, qui peuvent faire du levier. Donc je peux utiliser autre chose que mes bitcoins. Si je pouvais faire du collatéral en bitcoin, je sais pas. Peut-être que je le ferais dans certaines conditions, si vraiment si le custody était géré par Ledger ou ce genre de choses en termes de tech. Ouais, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, non, jamais j'irai foutre des wraps Bitcoin dans des smart contracts pour faire du leverage sur du Tether. Et non, je pourrais pas. Ça, mentalement, j'y arriverai pas. Enfin, surtout pour des sommes conséquentes, hein, pour foutre 10 000 balles, peut-être pour rigoler, mais sinon, non, je pense que là, je pourrais pas. Pour le coup, là, le côté tranquillité d'esprit, ça le fait plus, quoi. Bah ouais, non, moi, avant tout, c'est pour ma tranquillité d'esprit, donc ils sont en Bitcoin, voilà, et j'ai bien géré ma sécurité. Enfin, j'ai résolu le problème de la clé. On peut me taper dessus avec une clé, ça marchera pas. Donc voilà. Je dis tout ça qui m'écoute et qui se dit tiens, on va aller rendre visite à Eric. Non, ce sera un peu plus compliqué que ça quand même. Faut pas déconner. Oui, d'ailleurs, ça m'intéresse. Je t'ai entendu dire ça dans un podcast notamment, qu'on pouvait te saucissonner et en fait pas trouver ce qui se passe, pas avoir accès à tes fonds. Ouais. C'est arrivé à un Asher récemment, je crois, un influenceur. Ouais, je connais pas l'histoire, mais j'ai entendu parler qu'il s'était fait. Quelqu'un est arrivé chez lui avec une matraque, mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, mais du coup, c'est faisable. Enfin, tu peux sécuriser le truc pour que toi-même, consciemment, tu sois pas maître de. Tout à fait. Enfin, mais c'est pas très compliqué. Hein. C'est juste que c'est comme si tu avais de l'or, tu vas le mettre dans une banque. Donc, en fait, moi, mes bitcoins, ils sont de toute façon pour le futur. Et donc, ce qui est important, c'est les 24 mots. Et ces 24 mots, en fait, je les ai pas. Donc ils sont séparés, et ils sont dans des coffres très loin avec des backups. Donc j'ai mis en place toute une ingénierie. Et donc si demain j'en ai besoin, il me faudra peut-être une semaine pour les récupérer. Mais voilà, j'y arriverai. Je suis pas inquiet sur le fait que c'est assez résilient. Mais c'est sûr que oui, ce sera compliqué. Donc je me suis sorti de l'équation. Parce que je sais que je vais pas avoir besoin là demain. Donc du coup j'ai évidemment quelques bitcoins, voilà, parce que j'ai toujours l'utilité de faire des trucs, etc. Mais ça reste. Là, je veux bien accepter là, si je me fais saucissonner, oui, on peut repartir avec un bitcoin et demi, quoi, voilà. Mais bon, ça je l'accepte, quoi. J'accepte le risque. Ça marche. Super, écoute, il y a juste un thème sur lequel je voulais juste t'emmener pour terminer peut-être la conversation, parce qu'on arrive sur la fin du podcast. C'est sur tu sais, il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont des familles, qui ont des enfants. Enfin, c'est Investisseur 4.0, c'est un petit peu ça aussi. C'est l'idée de construire un patrimoine avec une équipe famille qui est quand même derrière, parce qu'on fait un peu ça pour eux aussi derrière. Je sais que toi, tu es soucieux aussi de cet aspect-là, notamment parce que tu as créé notamment, tu as cofondé une école d'informatique aussi. Ouais, AlgoSup, AlgoSup. Et je voulais savoir, je serais curieux de connaître un peu ton approche, ton point de vue sur comment peut-être transmettre à tes enfants en priorité, j'imagine, mais tu vois, les compétences de demain et le caractère peut-être que tu veux passer à tes enfants. Qu'est-ce que tu élabores pour leur donner les meilleures armes, selon toi, pour évoluer dans ce monde futur et incertain? Oui, alors déjà il y a la transmission financière, mais moi je leur ai expliqué qu'ils n'auraient rien.
ils le savent, parce que je considère que c'est pas un cadeau de leur faire commencer leur vie avec des millions et des millions. Donc, alors ils auront un toit, enfin, je ne sais pas non plus exagérer, mais donc ce qui est déjà énorme, ils auront voilà, je sais pas, un appart, une maison, un truc, et voilà, et ce sera déjà très bien. Donc ça, ils ont compris qu'ils vont pas, qu'ils auront besoin de travailler pour faire leur argent, parce que ils voient ce qu'apporte l'argent, la liberté, enfin ils voient ce que c'est, et donc mais ils disent bah moi aussi je veux la même chose. Je dis bah ouais bah et donc ils disent, bah, il faut que je travaille, machin, donc motivation. Donc ça, c'est un premier élément pour les construire, de leur donner envie d'avoir une motivation. Et après, moi, le conseil que je leur donne, et ce que j'essaye de faire en sorte, mais c'est pas facile, hein, c'est qu'ils s'ennuient. Parce que l'ennui c'est la base de la créativité et c'est quand on s'ennuie en fait qu'on construit son futur, qu'on se projette, qu'on arrive à avancer quelque part. Et c'est très difficile de s'ennuyer avec les téléphones, TikTok, Instagram, et il y a toujours énormément de choses qui prennent ton attention, et donc moi j'essaie de faire en sorte qu'ils s'ennuient, donc c'est un peu ça mon combat. Et puis après le reste, c'est toujours de faire en sorte, mes enfants sont hyper privilégiés, évidemment, et donc j'essaie de leur rappeler chaque jour en fait la chance qu'ils ont et qu'ils comprennent le monde qui les entoure et que la chance d'avoir ce privilège de pouvoir avoir quelque part ce qu'ils veulent et d'avoir un toit et de manger, etc. Ce soit pas quelque chose qui leur donne l'impression qu'ils sont au-dessus des autres. Et donc j'essaie de faire très attention en fait sur la rectitude morale sur ce sujet pour qu'ils puissent en fait se forger leur caractère eux-mêmes basé sur la compréhension du monde tel qu'il est et pas qui se disent que finalement c'est tellement facile la vie, blablabla. Donc ça, mais bon évidemment ça c'est très contextuel par rapport à la situation de notre famille, mais j'ai une conscience aiguë en fait de ce que l'argent peut faire en mal et en bien aussi, hein, pas évidemment, mais je me rappelle très bien quand j'étais petit. Donc je suis né dans une famille qui avait de l'argent, enfin c'était pas riche, mais voilà, on avait à manger, ça tout se passait bien, j'ai jamais eu de problème. Donc j'ai pu financer mes études, donc j'étais quand même moi-même privilégié, mais sans non plus, enfin j'ai dû travailler pour ensuite avoir le capital de ma boîte, etc. Donc je me suis quand même fait un peu moi-même. Et ce qui est certain, c'est que parce que j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de me développer, j'avais envie de gagner de l'argent. Et je me rappelle que je me disais la pire chose qui puisse m'arriver, c'est de gagner au loto. Alors évidemment, je jouais pas, mais je me disais, mais si je joue au loto et que je gagne, bah en fait, je vais me pendre, parce qu'en fait, je vais perdre tout intérêt. Donc j'avais envie de gagner de l'argent, non pas parce que je voulais être riche, pour m'acheter un yacht ou je sais pas quoi. En fait, honnêtement, j'ai eu beaucoup d'argent, mais j'achète pas grand-chose, ça m'intéresse pas, à part des Lego, tu vois. J'aime bien les Lego. Mais je voulais en fait avoir ce marqueur social et gagner l'argent. Et finalement, ce qui était important, c'était pas la destination mais le voyage. Et ça, c'est vraiment la base de ma philosophie, c'est le voyage, en fait, l'expérience de faire, de construire. Et si je suis entrepreneur, c'est parce que j'avais envie de faire et construire. Et à la fin, oui, bien sûr, il y a cet objectif de... La conséquence heureuse de tout ça, c'est de gagner de l'argent, et j'en suis ravi, et je ne crache pas du tout là-dessus. Mais c'est pas la finalité, hein. Alors évidemment, ceux qui écoutent, ils disent, ah, c'est facile de dire ça quand tu as de l'argent, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je suis très content d'en avoir, mais c'était mon but avant tout, c'était de construire et de faire et d'avancer. Et je veux que ce soit la même chose pour mes enfants. Et je sais que s'ils commencent leur vie gavés d'argent, ils vont terminer drogués et ils vont se suicider, quoi. Donc non, sûrement pas. Non, c'est super, c'est super. C'est compliqué, comme tu dis, dans une société en fait de l'attention constante, de pouvoir créer cet ennui, créer cette envie. Ouais, c'est beau, mais ça doit être compliqué sur le terrain. Ah non, mais bien sûr, c'est difficile, hein. Donc et à un moment où on peut plus limiter l'usage des téléphones. Moi, j'ai mis le contrôle parental partout, mais il y a un moment, bon. Voilà, quand tu as 15 ans, c'est bon, tu vas pas non plus, tu peux pas, tu es obligé de le responsabiliser, mais c'est pas facile, hein, parce que les tentations sont tellement fortes d'avoir son coup de dopamine en regardant des chats sur Instagram ou des trucs débiles sur TikTok. Et je vois bien, hein, nous-mêmes, nous sommes complètement addicts, hein, au smartphone. Moi, on me prend mon smartphone, je deviens fou. Donc, mais bon, donc c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, et c'est horrible. Et nous, on est les premiers à donner le mauvais exemple. Et pour autant, c'est vrai que c'est un vrai problème et
j'ai pas la réponse, quoi. Donc après, c'est une question de caractère. Moi, voilà, j'ai des enfants. J'en ai certains, ils adorent, ils passent leur vie sur les écrans, et puis d'autres pas du tout. Donc voilà, on a chacun, en fait, chacun est différent, mais en tout cas, ouais, mon objectif, c'est vraiment d'en faire de belles personnes avec un sens moral et un compas moral qui soit présent. Parce que ça, pour moi, c'est le plus important. Super. Écoute, on arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent sur les aspects justement dont on a parlé, tu vois, investissement, entrepreneur, start-up, investir dans des start-up? Est-ce qu'il y a des choses à écouter, lire, voir qui seraient intéressants? Alors évidemment, lisez Forcez votre destin d'Anthony Bourbon. Qui est-il? Qui est cet homme? Et en fait, non, je sais pas. Moi, je lis pas, enfin, je lis des livres, mais pas du tout sur les sujets de l'investissement. Je sais pas. Là, je suis nul pour proposer, parce qu'en fait, ça m'intéresse pas en fait, à titre personnel et c'est pas un conseil que je donne. Hein. Donc je dis pas, voilà, faites pas comme moi. Intéressez-vous, lisez des choses parce que c'est important. Mais moi, j'ai jamais eu la patience de lire des bouquins. J'adore lire, mais je lis des romans, quoi. Je lis pas des bouquins sur comment devenir entrepreneur ou investir. Et donc, ça, par contre, non. Donc, j'ai absolument rien d'intelligent à dire sur le sujet. Et pour rester plugué sur le secteur de la tech, qui est quand même là où tu veux voilà, tu trouver tes idées d'investissement, qu'est-ce que tu dois quand même avoir pas mal de ressources toi-même pour aller choper les tendances, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, non? Non, pas du tout. D'accord, non, Google est ton ami, quoi. Okay. Ouais, je suis sur les réseaux, je regarde ce qui se passe, je reste attentif, donc en fait je me nourris de signaux faibles un peu en permanence sans le vouloir, mais je suis jamais en quête permanente de les nouveaux trucs, les machins, non. Donc, et en fait, il y a énormément de choses, pour moi, tout est basé sur le bon sens. À la fin, si je dois résumer qu'une seule chose, c'est le bon sens. Et je pense que j'ai du bon sens, au moins j'ai eu ça, et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et dans ma vie d'investisseur et le reste, c'est que en fait, ça se résume souvent à ça, du bon sens. Et il y a des principes finalement très simples. Donc parfois, il faut revenir faut pas trop intellectualiser les choses et revenir à des choses simples et ça peut fonctionner. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver si je souhaite te contacter? C'est quoi le meilleur canal? Alors, on peut me trouver sur tous les réseaux sociaux et en fait, j'ai un site ericlarchevêque.com sur lequel il y a un formulaire de contact, c'est un CRM parce que je reçois en fait de tous les sens des gens qui veulent me parler. Et donc, si vous voulez me parler, allez sur contact.ericlarchevêque.com ou allez sur ericlarchevêque.com et vous trouverez mon formulaire de contact où vous cliquez sur tous les liens, sur toutes mes bios, sur tous les réseaux sociaux et à la fin, c'est un tunnel qui vous renvoie là-dessus. Et là, en fonction de ce que vous voulez, envoyer un deck, me parler. Ouais, là, puis on l'a compris, tu prônes aussi la difficulté. Il faut avoir envie et le mériter pour se contacter aussi, quoi. Donc il y a ça aussi, ça marche. Eric, merci infiniment pour ta participation et ton temps. C'était vraiment chouette. Et à très bientôt. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!